L'examen clinique du poignet et de la main débute par l'inspection avec la recherche d'une déformation au niveau du dos du poignet, la recherche du relief de la styloïde ulnaire, les doigts longs sont normaux axés et il n'existe pas de déformation de la colonne du pouce. La recherche des mobilités permet de quantifier la flexion des deux poignets, mais également l'extension. La supination est testée paume de la main vers le ciel et la pronation est testée paume de la main vers le sol, en évaluant et quantifiant éventuellement par la palpation des styloïdes. Au niveau des doigts longs, l'extension est demandée au patient, puis l'enroulement complet des doigts. En cas de déficit, la mesure de la distance pulpe-pli palmaire distal permet une quantification sur chaque doigt du déficit d'enroulement. L'opposition du pouce est au mieux quantifiée par la classification de Kaplan-G, permettant d'obtenir une note sur 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À 10, le pouce peut venir en contact du pli palmaire distal en regard du cinquième rayon. Enfin, l'examen clinique peut être terminé par la mesure objective des forces. Ici, la mesure de la force de la poigne au dynanomètre de Jamar. Et la mesure de la force de la pince pouce-index au dynanomètre dit de Kepinch. Après l'inspection et l'évaluation des mobilités passives et actives, certains tests spécifiques doivent être l'inspection et l'évaluation des mobilités passives et actives, certains tests spécifiques doivent être recherche d'un tiroir antérieur et ou postérieur. Enfin, au dos du poignet, l'articulation lunotriquétrale peut être palpée et le test de Regan recherche un ballottement lunotriquétral. De même, l'articulation scapho-lunaire est accessible à la palpation et c'est le test de Watson qui permet de rechercher un ressaut lorsqu'on demande au patient, lorsqu'on en applique au patient un mouvement d'inclinaison ulnaire vers l'inclinaison radiale en bloquant le pôle proximal du scaphoïde. Au niveau de la colonne du pouce, une lésion du scaphoïde est recherchée par la palpation de la tabatière anatomique et par la mobilisation de la colonne du pouce. Devant une suspicion d'entorse de l'articulation métacarpophalangienne, il faudra évaluer la laxité de cette articulation en extension, mais également en flexion. La palpation du trajet du ligament collatéral médial est également importante à la recherche d'une lésion de Stener. L'examen clinique d'une atteinte neurologique de la main comporte l'inspection, avec ici une amyotrophie de la face postérieure de la première commissure, mais également une amyotrophie des espaces interosseux comparés au côté opposé. Face palmaire, on note ici une amyotrophie de l'éminence hypoténare. Chez ce patient, l'éminence ténare est conservée avec une bonne force des ténariens latéraux. La mesure de l'angle de Bourrel permet d'évaluer l'angle en opposition pulpo-pulpaire entre le pouce et le quatrième doigt. Cet angle est majoré du côté atteint par rapport au côté sain. Un test intéressant est la mobilité active du troisième doigt en abduction-adduction qui, chez ce patient, réduit à quelques millimètres, alors que du côté sain, cette mobilité est supérieure à 5 cm. Les tests spécifiques d'une atteinte ulnaire sont le signe de Wartenberg avec la perte d'une abduction permanente du cinquième doigt. Le test du journal de Froment recherche, lorsque l'on demande au patient de serrer une feuille de papier entre son pouce et l'index, une flexion de l'interphalangienne compensatrice du déficit de l'adducteur. Enfin, la manœuvre du volet peut être quantifiée par la mesure du déficit d'extension au niveau de l'articulation interphalangienne proximale du cinquième doigt, poignet en extension, lorsqu'on demande au patient de tenir les doigts en volet. Deux muscles pour assurer la pronation, le rond pronateur et le carré pronateur. Comme tout à l'heure pour la supination, un de ces deux muscles est palpable, l'autre ne l'est pas. Le rond pronateur est facilement palpable, c'est un épitrocléen.
il va traverser en diagonale la partie antérieure de l'avant-bras, de l'épitroclé jusqu'à la courbure pronatrice du radius. Il suffit de demander au patient de faire une pronation tournée, voilà, et le muscle que l'on sent est le rond pronateur qui est totalement superficiel sur tout son trajet. Alors il va falloir ensuite différencier l'action du rond pronateur de celle du carré pronateur, et comme tout à l'heure, eh bien, il faut mettre le rond pronateur dans de mauvaises conditions mécaniques, c'est-à-dire coude en extension, et à ce moment-là, quand on a une pronation, on est sûr qu'elle est effectuée par le carré pronateur. Deux muscles également assurent la supination de l'avant-bras, le biceps et le court supinateur. Le biceps, on l'a vu, est facilement palpable, donc facile à déceler. Par contre, le court supinateur est un muscle qui est profond et qui sera très difficile à palper. Pour différencier l'action du biceps de celle du court supinateur, eh bien, il va falloir là aussi placer le coude en extension de façon à court-circuiter complètement l'action du biceps. Et à ce moment-là, quand on demande au patient de faire une supination, le seul muscle qui entre en jeu dans ce mouvement coude en extension, ce n'est que le court supinateur. L'extenseur commun des doigts est évalué en tant que muscle extenseur des articulations métacarpophalangiennes. Et l'image que l'on demande au patient est de faire une griffe, comme s'il voulait griffer. À ce moment-là, on voit apparaître sur la face dorsale de la main le tendon extenseur qui diverge à partir de l'extrémité inférieure et postérieure du poignet pour chacun des 4 derniers doigts. À signaler la présence d'extenseurs propres du 2 et du 5, c'est le signe des cornes. On demande au patient de faire les cornes et la plupart du temps, ces muscles extenseurs propres du 2 et du 5 sont difficiles à localiser. Chez cette patiente, on arrive à mettre à peu près facilement en évidence l'extenseur propre du 2, relève ton doigt, voilà, qui se trouve sur le bord cubital de l'extenseur commun. Voilà l'extenseur commun du doigt, voilà l'extenseur propre. De même, au niveau du 5e doigt, on a l'extenseur propre du 5e, toujours sur le bord cubital du tendon de l'extenseur commun. Relève ton doigt, voilà, qui est ici. Deux muscles participent à la flexion de doigts, le flexeur commun profond, qui effectuera donc une flexion de l'articulation interphalangienne distale, et le fléchisseur commun superficiel qui assurera la flexion de l'articulation interphalangienne proximale. Pour mettre en évidence le fléchisseur commun superficiel, il faut maintenir en hyperextension et passivement les 3 derniers doigts qui ne sont pas évalués et demander au patient de faire la flexion de l'articulation interphalangienne proximale. Il faut s'assurer évidemment qu'il existe ce phénomène qui a été décrit par le phénomène de l'interphalangienne ballante qui assure bien qu'il n'y a pas de participation du fléchisseur commun profond. Au niveau de la main, il existe 3 groupes de muscles intrinsèques, les interosseux dorsaux, les interosseux palmaires et les lombricaux. Les interosseux dorsaux sont évalués 2 par 2 en demandant au patient d'effectuer un écartement des doigts et le seul qui soit palpable est palpable sur la face latérale et radiale du 2e métal. Les interosseux palmaires vont rapprocher tous les doigts de l'axe de la main. Quant aux lombricaux, ils vont faire une flexion de l'articulation métacarpophalangienne et une extension des articulations interphalangiennes. On demande aux patients de placer la main en volée. Et il faut savoir que l'extension des articulations interphalangiennes est assurée par les lombricaux, quelle que soit la position de l'articulation métacarpophalangienne. Si toutefois on a des doutes sur la présence des muscles intrinsèques, par recoupement, on peut arriver à juger de leur présence en plaçant le poignet en hyperextension, les métacarpophalangiennes maintenues également en hyperextension et en demandant au patient d'effectuer une extension des articulations interphalangiennes. Inclinaison radiale, cette inclinaison radiale est assurée d'une part par les 2 radiaux et par le grand palmaire. Allez-y, voilà. Donc les 2 radiaux qui sont ici, au niveau de la base du 2e et du 3e métal, et le grand palmaire qui se trouve au niveau de la face antérieure. En ce qui concerne l'inclinaison cubitale, 2 muscles participent, le cubital postérieur et le cubital antérieur.
on a les deux muscles radiaux situés sur la partie radiale donc de l'avant-bras, au niveau du poignet, qui sont facilement palpables au niveau des têtes des deuxième et troisième méta. Et ensuite, on a le cubital postérieur, qui est situé au niveau de la base du cinquième méta, qui est facilement palpable lui aussi, en dessous de la styloïde cubitale. Le bilan musculaire de la main commence au niveau du poignet. En effet, un poignet qui serait instable aurait comme répercussion une diminution de force importante au niveau de la main, notamment dans les prises manuelles en flexion. Ce poignet va être mobilisé par plusieurs groupes musculaires dans le sens de la flexion, dans le sens de l'extension, de l'inclinaison radiale et de l'inclinaison cubitale. Dans le sens de la flexion, trois muscles participent essentiellement à cette flexion. Du bord cubital au bord radial, on a le cubital antérieur, pliez votre poignet, pliez fort, qui est situé ici sur le bord interne au niveau de la partie inférieure du poignet. Ensuite, on a le grand palmaire qui est très visible chez cette patiente ici. Par contre, est absent le petit palmaire. Et ce petit palmaire, qui est un muscle inconstant, est visible au niveau de la partie inférieure de l'avant-bras. Pour le situer, il faut savoir qu'il est dans le prolongement, dans l'axe de cet avant-bras, et que bien souvent, il est beaucoup plus visible que le grand palmaire. Le grand palmaire qui, lui, est situé ici, donc sur le côté radial du petit palmaire. Tendon du long extenseur, le pouce, on lève à fond, donc qui circule sur la face dorsale du premier méta, sur la face dorsale de la première phalange et de la deuxième phalange. Le tendon du court extenseur, écarte le pouce sur le plafond, voilà ici. Et le tendon du long abducteur, qui est un peu plus interne, mais accolé la plupart du temps avec le tendon du long court extenseur. Enfin, le fléchisseur, le long fléchisseur propre du pouce, muscle très puissant, palpable facilement sur la face palmaire de P1. Le co-abducteur va porter le pouce sur un plan perpendiculaire au plan de la main. C'est le relief musculaire qui se trouve sur la partie externe de l'éminence ténar. L'opposant va permettre d'opposer donc le pouce aux quatre derniers doigts. Cette opposition se fait pulpe à pulpe. Et l'opposant se trouve au niveau de la partie interne de l'éminence ténar. Le court fléchisseur qui va assurer la flexion de l'articulation métacarpophalangienne et non pas la flexion de l'articulation interphalangienne. Et enfin, l'adducteur du pouce qui va permettre de rapprocher le pouce vers le deuxième méta. Quand on parle de l'adducteur, il faut savoir qu'il existe un test qui est spécifique de ce muscle. C'est le test de Froment qui consiste à venir coincer une feuille de papier entre le pouce et le deuxième méta.